Salut à vous, chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. 5e journée de championnat de Ligue de Becté. Saint-Etienne recevait les nordistes de Valenciennes et le score est nul à tout point de vue, 0-0. À quelques jours du début de la Coupe du Monde du rugby, et notamment à Saint-Etienne, et du saccage de notre belle pelouse de Geoffroy Guichard. Peut-être que ça va arranger les choses finalement. On va entendre le roi du raffut et de la chistera. C'est notre pilier, Olivier. Salut à toi, Olivier. Salut Marco. C'est deux choses différentes. Hein. Ouais. Et notre tant attendu demi d'ouverture aux chandelles et aux arrêts de volée spectaculaire. Bienvenue à toi, Eric. Salut à toi. Salut à tous. Voilà, dans cette émission, on va revenir évidemment sur cette déconvenue, une fois de plus, à Geoffroy Guichard, puisqu'on a assisté à un spectacle nul. Voilà, tout simplement. 0-0, on va analyser ça, soit première mi-temps, soit deuxième mi-temps. On verra les différents joueurs. Bien sûr, on commencera avec la composition et le résumé présenté par Eric. On passera des morceaux musicaux, une page Haute-Loire, une page agenda, peut-être une page mercato, parce que maintenant que c'est clos, on pourra en faire une également. Et on clôturera l'émission avec les coups de cœur et les coups de tête. Bref, bonne émission à vous. C'est parti pour 55 minutes de Rock and Foot. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Pour ce match de mal classé, On n'entend pas bien. Pour ce match de mal classé entre l'ASS et Valenciennes, Laurent Batles a dû faire face aux blessures de joueurs importants et aligner un 11 inédit tout en restant fidèle à ses principes de jeu. Devant l'Arseneur, la défense à 3 était composée de gauche à droite de Petro, Batubinsika et Apia. Les deux pistons étaient nouveaux avec d'un côté Bentaïg et de l'autre Rivera. Au milieu, première apparition de Tardieu aligné en compagnie de Bouchouari et Diarra. Et devant, le duo Sissoko-Charbonnier qui portait le brassard de capitaine. Que s'est-il passé en première période ? Eh bien, rien de rien. Un tir cadré sans danger de chaque côté et deux centres de Rivera et Apia sur lesquels Charbonnier s'est montré trop court. Au retour des vestiaires, les Verts ont enfin mis un peu de rythme et se sont procurés deux situations dangereuses. À la conclusion de la seule belle action collective, Sissoko, décalé côté droit, a frappé dans le petit filet. Puis Rivera, après une reprise manquée du même Sissoko, sur un centre à retrait de Bentaïg, a placé une jolie demi-volée, repoussée par le portier nordiste. À l'heure de jeu, VA s'est quelque peu enhardi et Bonnet a pris sa chance des 25 mètres, mais son tir a été dévié par Petro en corner. Sur celui-ci, Batubinsika, qui venait de se faire éliminer, a ceinturé son vis-à-vis dans la surface et provoqué de ce fait un penalty. Face à ses anciennes couleurs, l'Arseneur a heureusement détourné la tentative de Woudenberg au prix d'une belle détente. Après avoir frôlé la correctionnelle, les Stéphanois ont connu une dernière chaude alerte sur une tête plongeante totalement manquée. Au terme d'une nouvelle prestation indigente, ils ont essuyé les sifflets mérités du chaudron. Réunis dans les gradins pour rendre hommage à Georges Beretta, le jour où en plus la légendaire panthère Salif Keita s'en est allé, les glorieux anciens de 76 ont dû avoir le cœur qui saigne en se voyant infliger pareil entre guillemets spectacle. Merci Eric, bien résumé. Effectivement, un indigeste exaspérant, démoralisant à tout point de vue. Je pensais avoir tout vu avec le match entre Saint-Etienne et Quevilly, mais non. La fois suivante, à Geoffroy Guichard, on assiste à peu près au même non-spectacle, on va dire, et surtout, on ramène un seul point face à une équipe relativement faible, qui est en dessous encore à l'heure actuelle au niveau du classement, en dessous de Saint-Etienne, et ça fait peine. Ouais. Alors, Valenciennes, on en parlera tout à l'heure. On va d'abord parler de qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que, évidemment, en défense, premier clean sheet de la saison. L'Arseneur qui arrête un penalty. Donc, c'est quand même plutôt des bonnes choses. Mais en attaque, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont fonctionné. Donc, je vais vous demander, messieurs, par ordre en hiérarchisant un petit peu, qu'est-ce qui, selon vous, est le plus préjudiciable dans l'animation stéphanoise, dans l'attaque stéphanoise?
Bah, l'attaque stéphanoise, effectivement, ils ont du mal à se créer des situations offensives et c'est vraiment un souci. Alors que tu parles d'animation de jeu, je vois plutôt un jeu fermé, un jeu stérile, qui joue énormément en retrait. Voire des fois latéral, mais qui ne progresse pas. Et on ne trouve pas ces attaquants. Il y a trop d'écart entre le milieu et les attaquants. Il n'y a pas de dribble pour faire la différence. Donc ça pose souci. Et ouais, on assiste à un jeu vraiment fermé du côté de Saint-Étienne. Et voilà quoi. En plus de ça, tu rajoutes le manque de vitesse, le manque d'énergie peut-être, le manque de mouvement. Et ça engendre automatiquement une absence de création de situations offensives qui est préjudiciable quand tu joues au foot. Ouais, moi c'est ça, je pointe aussi le manque de rythme, évident. Cette partie, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de profondeur, pas d'espace, il n'y a pas eu grand-chose en fait. Pour une fois, c'est vrai que tu l'as dit, on n'a pas pris de but, mais bon, on était incapable d'en marquer. Depuis le début de saison, on a marqué un but dans le jeu, rendez-vous compte. Donc pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de technicien. Donc le seul qui est capable de mettre le pied sur le ballon dans cette équipe, c'est Cafaro. Il était absent. Voire Chambaud quand il est dans un bon jour, mais bon, c'est pas souvent le cas malheureusement. Il y a Bouchouari, mais lui, il joue plus bas. Donc il y a un manque de justesse technique. Dans le match, ils sont notés 128 ballons perdus. C'est énorme. Et puis également, on va pas de l'avant. Donc on a eu la possession de balle, mais c'est stérile. Et puis on joue souvent vers l'arrière. Au contraire, on a vu ça samedi à Geoffroy Guichard. Et puis donc, quand à 30 minutes de la fin, alors que tu dois impérativement marquer un but, sortent à la fois Bouchouari et Charbonnier, et ben ça devient quasiment mission impossible. Alors en plus, tu as les joueurs qui ne sont pas au niveau, on est bien d'accord. Les joueurs ne sont pas au niveau. Et en plus de ça, le système de jeu fait que ça te pénalise. Quand tu vois Bouchouari, parce que c'est le seul qui peut apporter quelque chose, il est beaucoup trop loin de ses attaquants. Et quand il porte la balle, on voit qu'il cherche un coéquipier pour pouvoir le décaler, pour trouver une ouverture. Et c'est relativement compliqué. Lorsque Bouchouari a la balle et qu'il va en position, il ne trouve pas de solution, quoi. Donc il y a bien un souci dans le schéma de cette composition. Il n'y a que 2 joueurs qui ont été capables d'imprimer du rythme, c'est Bouchouari et Rivera. Ouais. Et encore Rivera, il alterne le bon comme le mauvais, mais c'est vrai que sur cette rencontre-là, les Stéphanois ont tellement été en dessous de tout, c'est sûr que finalement, c'est plutôt bien passé pour l'ancien Pono. Alors, vraiment, j'entends ce que vous dites. J'ai revu le match quelques jours après, parce que j'ai pas pu le voir samedi. Il m'a semblé quand même que la première mi-temps, il y avait un peu plus de rythme que d'habitude. Tu parlais de QRM. J'ai eu l'impression quand même qu'il y avait au moins le début de match. Il y a eu pas mal d'actions. Il y avait des changements d'aile de Tardieu normalement. Alors je sais qu'il a raté plein de choses et je l'ai vu en deuxième mi-temps. Mais est-ce que la première mi-temps, on est vraiment pas récompensé, je trouve. C'est ce qu'a dit le coach. J'ai trouvé la première mi-temps plus intéressante que la seconde. Moi, je suis pas d'accord. On a bien entamé le match. On a fait 2 ou 3 centres dangereux, effectivement. Moi, c'est plus le début de seconde période. Là, enfin, il y a eu du rythme. L'occasion de Sissoko, puis l'occasion de Rivera, qui est le seul tir cadré du match. Donc non, moi je ne me suis pas reconnu dans les propos du coach. Après, je ne sais pas Marco ce que tu en penses, mais moi la première période, franchement... Non, elle était indigeste. À la mi-temps, j'ai dit waouh. Je vais revivre le Saint-Étienne-Quevilly il y a 2 semaines. Et effectivement, ça a été dans la même lignée. Et c'est préjudiciable quand tu es supporter des V1 et quand tu veux assister à un match de foot. Et... Alors, moi, j'ai pas senti du rythme. En tout cas, le rythme, ça n'apporte rien puisque tu ne crées pas le rythme dans la partie adverse, quoi. Je joue le rôle là, de l'avocat, mais est-ce que c'est pas un déclassement ? Enfin, je veux dire, tu l'as dit il y a 15 jours, il y a la semaine dernière, c'est un peu indigeste. La prestation stéphanoise est pas bonne. Mais est-ce que c'est pas juste un déclassement tout simplement logique parce qu'on est une équipe de Ligue 2 et parce qu'on a des joueurs, les joueurs voilà, qu'on a. Alors, c'est vrai qu'on a des très bons supporters, mais c'est pas eux qui jouent. Franchement, sur le terrain et sur le banc, est-ce qu'on a vraiment quelque chose pour faire mieux ? Ou alors, parce que c'est vrai, on vient de célébrer malheureusement le décès de Keita, de Beretta, donc cette époque-là, elle est révolue. Mais j'ai l'impression qu'on vit un peu avec
ces souvenirs-là et on a la volonté que Saint-Étienne soit encore à ce niveau-là. Or, on sait très bien qu'on est déclassé, quoi. Et est-ce qu'il ne faut pas justement prendre en compte ce déclassement économique, ce déclassement sportif et avoir à la dent un peu moins dur, tout simplement parce qu'on n'a pas ni le budget ni les joueurs. Oui, mais c'est pas la première fois que Saint-Étienne évolue en Division 2, que Saint-Étienne végète en Division 2. On a assisté à des équipes qui étaient relativement faibles ces 30 dernières années lorsqu'ils étaient en Ligue 2. Mais moi, je ne me souviens pas de ce non-spectacle et de ce jeu fermé au bout de 5 rencontres. Et puis, les résultats qui n'y sont pas. Alors qu'on a quand même le 3e budget de ce championnat de Ligue 2. Ça, je l'entends. Ça fait quand même un peu tâche. Et avec la volonté, ce qu'ils avaient dit, de remonter au moins en 2 ans. Là, on est loin du compte. Si on se maintient avec cette équipe-là, ça sera déjà presque un miracle, quoi. Je ne vois pas des équipes plus faibles, que Villy. Valenciennes, c'est vrai qu'ils sont pas très forts, mais après, il faut pas oublier qu'il y en a 4 qui descendent. Pour l'instant, les autres équipes, tu vois, une équipe. Mais là, on peut pas juger. Il y a eu que quelques matchs. Oui, mais les difficiles. équipes qu'on a rencontrées, comme Grenoble n'a pas volé sa victoire à Geoffroy Guichard. Ils sont pas premiers, je crois. C'est la seule équipe qui a vaincu. C'est la seule équipe invaincue, c'est vrai. C'est la seule équipe. Et toi, Eric, alors je sais que c'est difficile à entendre pour quelqu'un de passionné comme toi, qui vit aussi avec ces souvenirs-là. Mais est-ce que tu arrives à te raisonner en te disant, voilà, ok, on est le 3e budget de Ligue 2, ça c'est vrai par contre, mais on vient de vivre une descente, on a des actionnaires qui sont sur le départ, donc en fait, on n'est pas sur une dynamique, quoi. Ouais, sur le départ. Enfin, qui sont sur le départ, en tout cas, qui n'investissent plus. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui vient d'arriver, comme à Valenciennes, c'est le cas, hein, parce qu'ils viennent encore d'acheter plein de joueurs. C'est des investisseurs qui n'investissent plus. Et on le voit bien avec Ben Taïg. Ben Taïg, il coûte rien par rapport à Nkunku. Enfin, il coûte rien à l'échelle des joueurs de Ligue 2 et Ligue 1, quoi. Après, c'est un problème global, hein, parce que je pense qu'il y a pas mal d'équipes de Ligue 2 qui aimeraient avoir ne serait-ce que la ligne d'attaque qu'on a, hein, parce que Charbonnier plus Wadji plus Sissoko, quand même, c'est pas mal. Et ça fonctionne pas. Alors, pourquoi ça fonctionne pas ? Parce qu'il n'y a pas de collectif. Hein, on parlait tout à l'heure des années où on est remonté. Là, on avait une vraie équipe sur le terrain. Là, je suis désolé, il n'y a pas de liant, il n'y a pas de leader dans cette équipe. Il n'y a pas d'âme, tout simplement. C'est incroyable. Et il n'y a pas de profondeur. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Je sais que Wadji est absent et que c'est un joueur qui aime prendre la profondeur. Ouais, ça manque. Et c'est vrai que là, il y a une carence actuellement depuis 2 matchs où Wadji serait bien utile, quoi. Et les attaquants, donc Charbonnier et Sissoko, là, ils ne jouent pas ce rôle-là. Après, moi, des joueurs comme les 2 que je viens de citer, ils ont besoin d'être alimentés par des centres sur les côtés. Mais alors, les centres, ça vient des pistons. Et quand les pistons ils arrivent à être dans la position offensive, ils sont incapables de servir correctement les attaquants. Donc, il y a eu 2-3 centres pas mal quand même sur ce match-là, sur lesquels Charbonnier était trop court, que ce soit Apia, que ce soit Rivera. Ouais, il y a eu 2-3 situations. La qualité des centres est quand même préjudiciable lorsque tu joues à ce niveau de Ligue 2 quand même. Il faut quand même travailler ça. Et les coups de pied arrêtés, donc je vais parler plus des corners, jusqu'à maintenant, voilà, c'est affligeant d'assister à des coups de pied pareils. J'ai mieux compris. On nous a présenté Tardieu comme un spécialiste de coups de pied arrêtés. Ben là, samedi, ça dépasse pas 30 cm. cm. Qu'il a eu à frapper était totalement raté. Ouais, ça vient peut-être, en fin de compte, le fait qu'il joue à la SSE. Maintenant, c'est peut-être qu'il y a une malédiction autour de ce club. J'ai vu un site qui lui a mis 8 sur 10 comme note. Je me demande s'ils ont vu le même match que nous, quoi. Non, c'est pas possible. Alors, je t'assure. Il a touché 92 ballons. Dans l'équipe type, même il est. Et c'est un record de tous les joueurs de Saint-Étienne depuis le début de la saison. 92 ballons joués et 93% de réussite dans les passes. Alors c'est vrai il joue hyper bas, il joue en sentinelle. Moulin l'a comparé à M. Villa.
lui qui le connaît, qui l'a joué avec. Mais bon. Mais moi, si on compare avec Monconduit et Fomba, moi j'aime bien ce joueur. Oui, Pour moi, c'est le joueur qui donne sûr. le plus de garanties à ce poste-là. Il y a quand même un embouteillage au milieu de terrain. Hein. Parce qu'il gratte des ballons, parce que il a son expérience. C'est quand même un gars qui a marqué, contrairement aux deux autres, plus de 10 buts en Ligue 2, sur coup de pied arrêté, etc. Oui, donc là, c'était son premier match. Ouais. Oui, il faut lui laisser le temps, c'est sûr. Moi, quand je disais coup de pied arrêté, c'est de façon globale depuis le début de la saison et puis l'année dernière, où on n'était pas bon du tout. Hein. On a marqué 1 but sur corner l'année dernière. Là, depuis le début de saison, on a quand même pas mal de corners. Et, enfin, un cafouillage encore. On voit absolument rien suite à cette situation arrêtée. Donc, c'est vraiment dommage. Après, c'était Chambaud qui tirait les coups de pied arrêtés lors des matchs précédents. Vous êtes bien dans l'émission Coup de tête. On va passer un morceau musical venant de la région nordiste. Ça sera le Valenciennois Thomas Winter qui fait une reprise de volée, une reprise pendant que les champs brûlent. La reprise de Niagara signée Thomas Winter. Des arbres se penchent, c'est plus fort que tout. Accroché aux branches, l'air me semble encore trop doux. Dans l'herbe écrasée, à compter mes regrets, allumettes craquées et tout part en fumée. Pendant que les champs brûlent, j'attends que mes larmes viennent. Et quand la plaine ondule, que jamais rien ne m'atteigne. Ce soir-là, on s'est embrassé sans se parler. Autour de nous, le monde aurait pu s'écrouler. Les yeux cernés, des poussières dans les cheveux. Au long de mes jambes, la caresse du feu. Pendant que les champs brûlent, j'attends que mes larmes viennent. Et quand la plaine ondule, que jamais rien ne m'atteigne. Les yeux cernés, des poussières dans les cheveux. Au long de mes jambes, la caresse du feu. Pendant que les champs brûlent, j'attends que mes larmes viennent. Et quand la plaine ondule, que jamais rien ne m'atteigne. Pendant que les champs brûlent, j'attends que mes larmes viennent. Et quand la plaine ondule, que jamais rien ne m'atteigne.
La reprise de volée de Thomas Winter, le Valenciennois qui reprend un titre de Niagara pendant que les champs brûlent, pendant que le stade Geoffroy Guichard brûle, parce qu'il y a de quoi être déçu quand même après ces 5 journées de championnat et ce 0-0 nul à tout point de vue ce samedi. C'est quand même une situation délicate. À votre avis, quels ingrédients on doit mettre pour pouvoir avoir du mieux dans le jeu et obtenir des résultats positifs? Donc, on compte sur le retour des absents déjà. Il y en a pas mal qui ont repris l'entraînement aujourd'hui. Puis c'est cette trêve là qui ne peut faire que du bien, et vu qu'on a enregistré quelques arrivées, donc on compte sur les automatismes entre ces joueurs-là. Donc voilà, après je vois pas trop, parce que le système ne va pas changer, donc voilà, j'ose espérer un joueur comme Wadji qui va faire le plus grand bien. Pour moi, c'est un des rares capables de marquer dans le jeu. C'est ce qui nous manque. On parlait de profondeur tout à l'heure, effectivement. Cafaro, que j'aime beaucoup, donc qui manque également. Je trouve que c'est la seule touche technique de cette équipe. Voilà, après je vois pas trop comment les choses vont pouvoir changer. Ouais, c'est vrai qu'il manque un peu de cohésion. Finalement, à chaque journée, on se dit bah ça y est, ça va être la bonne. Ils vont pouvoir bien travailler à l'entraînement. Il y a soit des blessures, soit des nouveaux joueurs. Donc en fait, depuis le début, c'est un tour pour rien là. J'ai l'impression ces 5 premiers matchs, parce qu'avec ce mercato qui finit tard, mais en fait, là, cette équipe-là. Il reste que 2 joueurs de l'année dernière. Il reste Bouchouari et Petro de l'année dernière. Tu vois, dans ce 11 quoi, contre Valenciennes. Ouais, dans cette équipe t'imagines alignée. Et en plus de ça, donc ça change sans arrêt. Donc moi, l'ingrédient, c'est que la mayonnaise, elle prenne quoi, tu vois, entre ces différentes individualités, parce que comment il s'appelle le nouveau Troyen. Alors bon, j'espère que ça va pas nous porter malheur, hein, parce que les Troyens jusqu'à présent, ça n'a pas été une réussite. Donc Tardieu, pour moi c'est une bonne pioche. On a Diarra qui a joué un nouveau poste et moi j'ai trouvé plutôt bien, mieux que peut-être sur le côté. Rivera qui commence à prendre ses marques, qui prend confiance dans cette équipe. Il aligne les titularisations, donc c'est sa première. Ouais. C'est sa première, mais du temps de jeu quoi. Il prend un peu de temps de jeu et j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux. Donc si la mayonnaise elle prend, tu vois, on vient de rajouter tous les ingrédients et on est en train de tourner. J'espère que Batles a encore la force de bien tourner cette mayonnaise pour qu'elle prenne enfin pendant la trêve internationale. Ouais, tu viens de souligner le repositionnement de Diarra, le nouveau arrivant quand même avec le maillot vert. Et moi j'ai trouvé ça relativement étrange qu'il le repositionne à un autre poste que celui où il l'avait aligné à Annecy, où il avait pu faire des débordements et avec 2 centres très, très bons. Et bizarrement, il l'a pas remis sur un côté. Et moi, j'étais plutôt déçu de sa prestation ce samedi. Ouais, je te rejoins. Je pensais aussi qu'il allait jouer plutôt sur le côté. Là, il était en électron libre. Alors, on l'a vu souvent essayer l'exploit technique. Il a réussi de 2 petits ponts, certes, mais après, il n'a pas vraiment été influent, je trouve. Il n'a pas accéléré le jeu comme on pouvait l'attendre de lui. Ouais, voilà, les petits ponts, ça fait pas avancer le schmilblick, quoi. On est bien d'accord que techniquement, il peut être au-dessus du lot. Mais moi, je comprends pas l'entraîneur. Moi, je trouve qu'il avait plutôt, peut-être pas brillé, mais puis je l'avais dit sur l'antenne, et je dis, ouais, faut attendre de voir. Mais en tout cas, il avait cette capacité à pouvoir faire un débordement et des centres. Et c'est ce qu'il faut, c'est à nos 2 attaquants, Sissoko et Charbonnier, c'est ça qu'il faut. Il faut un à gauche, un à droite, et qui alimente ces 2 grands attaquants. Et résultat, on n'assiste pas du tout à ça. Contre Valenciennes, les centres, pour moi, n'étaient pas convaincants et c'est bien dommage. Alors peut-être on va se répéter, donc je vous demanderai d'être très bref. C'est de faire le top flop plutôt que ligne par ligne. Parce que on a un peu tout dit, l'Arseneur et la défense. On va commencer par les tops, parce qu'il y en a quand même qui ont pour vous été bons. L'Arseneur par rapport au penalty, bien sûr, qui détourne. Et puis après, les joueurs, le seul que j'ai apprécié, c'est Rivera, la première mi-temps de Bouchouari.
Voilà, c'est exactement les mêmes. Moi, je m'étais bouchoirie à l'Arseneur comme les fois précédentes. L'Arseneur, là, franchement, il a vraiment brillé parce que l'arrêt qu'il fait, il est exceptionnel, quoi. Il est exceptionnel, surtout sur un penalty. Alors, tout à l'heure, tu as employé le mot ceinturé, Eric, dans le résumé. Non, il n'est pas ceinturé. Effectivement, il le touche et c'est comme c'était l'Aubry qui avait été pénalisé face à Metz l'année dernière. Là où effectivement il le ceinturait un petit peu plus, mais c'est trop facile de siffler penalty là-dessus. Il n'y a rien. En fin de compte, l'attaquant il se projette sur Batu Benfica et effectivement il le touche, mais simplement avec ses mains, mais il ne le ceinture jamais. Donc le penalty est très sévère et je dis merci à l'Arseneur qui a fait un exploit. Un bel exploit qui nous sauve de la défaite à Geoffroy Guichard. Ce début de championnat, c'est une histoire de penalty, c'est incroyable. C'est fou. On en a raté un Et contre dire Grenoble. que la VAR est pas encore là. On en a marqué un à Rodez. Qu'est-ce que ça va être? On en a marqué 2 contre Quevilly. On en a encaissé un et raté un à Annecy. Et là, on en arrête un contre Valenciennes. Donc faut prendre les tireurs de penalty si tu veux gagner au Paris. Les 2 qu'on a ratés nous coûtent cher. Dans les buteurs. Ouais, exactement. Mathématiquement, oui. Justement, là, on parle de clean sheet, l'absence de Briançon qui s'explique par une gêne, mais comme par hasard, on prend pas de but. Est-ce que vous y voyez un lien de cause à effet? Non. Non, parce qu'en face, il y avait Valenciennes qui était une équipe regroupée, stérile. assez stérile. Donc, non, ils avaient du mal aussi offensivement, puisqu'ils jouaient la défense, quoi. Ils bétonnaient derrière. Après, on sait que les Verts, face à des équipes regroupées derrière, ils ont toujours eu du mal. Hein. Ça s'est confirmé une fois de plus. Non, Briançon, c'est pas... On va souvent jouer contre des blocs bas, c'est le problème. On n'arrive pas à solutionner ce problème. Ouais. Et Apia est plus à l'aise. En tout cas, ça a été son meilleur match, c'est pour dire. Depuis le début de saison, Apia qui est revenu en défense et non pas en rôle de piston. Mais quand Briançon va revenir, Apia va sauter. Ouais. Faut croire. Alors justement, les tops, on en a parlé. Les flops? Batu Benfica pour moi. Donc il a provoqué ce penalty comme Annecy, d'ailleurs. Après, ceinturé, pas ceinturé, mais bon, il y a quand même faute malgré tout. Après, la paire d'attaquants, Sissoko et Charbonnier. Pour moi. Enfin, Charbonnier a fait quelques appels en première mi-temps, il a pas été servi aussi, mais bon, on l'a vu pester, pas mal pester, effectivement. Mais voilà, après. Non, moi, tous les autres. Dans le même sac. Ah, vraiment, c'est une bouillie de football. Ils sont pas capables. Et puis, ils ont pas le sourire. Oui, c'est vrai, ça a été relevé par d'autres observateurs. Les joueurs n'ont pas l'air heureux. On a parlé des nouveaux, mais bon, moi j'ai pas été convaincu par Ben Taïg sur cette première rencontre. Alors voilà, plus, hein. on en dit un mot parce que quand je disais que le club n'investissait plus, donc on a vendu Nkunku. Alors 10 millions, oui, qui a marqué, mais il faut bien savoir que la plus-value elle est pas énorme pour l'instant parce qu'on l'a quand même payé 5 et voilà, il a fallu payer son salaire. Donc bon aussi. C'est quand même une plus-value, mais pas à la hauteur. Voilà, on vient pas d'engranger 10 millions d'euros comme ça d'un coup d'un seul, ça serait trop facile, surtout que les paiements ils arrivent progressivement en plein de traites. Donc là, c'est sûr, roule pas sur l'or, mais le remplacer par ce Marocain, moi je m'attendais franchement, je sais pas vous, mais à voir quelqu'un qui avait du feu dans les jambes, parce que je sais pas, un profil de piston comme ça, on sait que c'est la force de l'équipe. L'année dernière, c'est grâce à Nkunku qu'on a eu une bonne période. Donc je pensais sincèrement qu'ils allaient aller chercher une sorte de pépite entre guillemets. Moi là, pour ce que j'ai vu, j'ai pas vu une pépite. Non, après faut attendre pour juger, mais c'est vrai que sur sa première, il y a de la bonne volonté. Il a fait un centre correct, mais après il y a pas mal de fautes. Il y a du mal à se positionner, à se projeter, j'ai trouvé, pour un piston. Bon, moi, j'ai pas été convaincu. Il doit pas jouer piston, je pense, dans son équipe précédente. Déjà, Marco, t'en as pensé quoi? Trop brouillon. Ouais. Trop brouillon, trop irrégulier. Alors, il avait la volonté de bien faire, mais non, c'est pas ce qu'on attend. Et puis, c'est pas du niveau de Nkunku lors de son premier match avec le maillot vert l'année dernière.
Donc voilà, on a perdu Nkunku, on a perdu Crasso, ils n'ont pas été remplacés niveau Alors, technique et ce qu'ils peuvent apporter dans le jeu, là on a perdu énormément. Si en plus tu rajoutes les absences donc de Wadji, de Cafaro, effectivement ça explique un petit peu cela. Mais là où ça pêche, c'est l'animation du jeu. C'est quand même aberrant de voir autant de passes en retrait lorsque tu dois créer du jeu à Geoffroy Guichard. Et là, c'est pas les joueurs que je viens de citer. Donc, c'est là que ça doit se passer. Et pour moi, Bouchoirie, qui est le meilleur, doit avoir un rôle plus important devant. Et puis, oui, et puis c'est le seul. J'ai l'impression que c'est le seul qui se bat, quoi. Il a encore pris un carton. Et on a pris 6 cartons, on a pris. Ouais. Il risque d'être suspendu à un moment donné. Hein. Après, comme je disais tout à l'heure, il y a un embouteillage au milieu de terrain. Oui. Entre Mouefek, Mokondi, Fomba, mais Bouchoirie. qui est numéro 10 dans cette équipe? Il n'y en a pas, là, c'était Diarra qui Là, a c'était un petit Diarra, peu la ouais. position. Voilà. Mais bon, dans l'effectif de Saint-Etienne, qui a été choisi comme numéro 10? Chambaud peut jouer en numéro 10, le petit Ouais. Cissé, c'est bon, c'est léger. Non, si il sera jamais numéro 10. Bah ouais, mais bon. C'est pas possible. Ils peuvent Ouais. jouer occasionnellement ce rôle. À 3 peut-être, mais Chambaud, il jouait numéro 10 Oui. à 3 à l'époque. C'est le seul. C'est le seul. Tu vois, moi, sur un match comme ça, je regrette l'absence de l'Aubry. Pour l'instant, il n'a pas montré. Non, mais je trouve que il a plus capacité d'ouvrir le jeu, chose qu'il n'y avait pas ce week-end à Geoffroy Guichard. Et moi, j'aurais voulu voir des changements qui soient plus cohérents. Après, aussi, sortir Bouchoirie et sortir Charbonnier vers la 60e minute de jeu. Moi, j'ai du mal à comprendre Batles. Je suis désolé, mais là, pour moi, ça dépasse aussi l'entendement. Tu parles de l'Aubry, effectivement, c'est un changement offensif, au moins. Oui. Quand tu as 0-0, tu dois marquer, tu fais rentrer des joueurs offensifs. Oui. Donc, effectivement, on aurait aimé le voir à l'Aubry. Ah bah oui. Et Pas sûr qu'il ait fait la différence, mais bon, voilà, au moins. Et sur les choix de Batles, justement, de ces changements, parce qu'on en parle toutes les semaines dans l'émission, pour moi, c'est incompréhensible depuis le début de saison. Et encore une fois... et puis ça a gueulé un petit peu dans les tribunes de Geoffroy Guichard lorsque les deux sont sortis, non? Après, peut-être que Charbonnier était carbo. Après, je sais pas à la télé ce qui s'est dit, mais... Non, Bah, de toute façon, il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Hein. Il peut pas faire 90 minutes. Là, justement, il y a un match amical qui est prévu pour... Alors, match amical, tenez-vous bien. Alors, donc, à huis clos. à huis clos, en Suisse, dans un lieu qui ne sera pas indiqué. Donc, il garde le secret sur le lieu du match en Suisse amical. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il y a caché? Ouais. Pas grand-chose, mais c'est pour... il n'y a pas de frais de sécurité. Ils veulent pas de frais de sécurité, quoi. À huis clos en Suisse, et on ne veut pas nous dire où ça se joue en Suisse. C'est bizarre. Dans la montagne. C'est vrai. Et les Verts, ils jouent en haut. Hein. D'accord? Alors, agenda ou Page Haute-Loire? Page Haute-Loire. Page Haute-Loire. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Tout de suite, voici la page Haute-Loire. Allez, l'Alti-Ligérie s'est réveillée ces dernières semaines puisque ça a commencé au niveau national. Niveau national 2, national 3 et puis la R1. Donc je vais vous donner les résultats et quelques brefs résumés de ces équipes altiligériennes. Donc les premiers, c'est l'équipe du Puy qui évolue en national 2. Et l'équipe de Stéphane Dieff s'est imposée 1-0 pour sa première au Stade Massot face au Thonon-Évian. 1-0, une victoire longue à se dessiner face à l'équipe
l'expérimentée équipe savoyarde, les Poneaux ont tout d'abord été retranchés dans leur camp lors des 10 premières minutes avant de ressortir petit à petit dans la zone adverse. Et dans ce duel où les deux équipes qui se cherchent sans réellement se créer d'occasion, c'est le portier du Puy qui n'aura qu'un dernier tir du capitaine savoyard à stopper à la demi-heure de jeu. Donc 0-0 à la pause et l'équipe savoyarde est finalement punie à la 54e minute de jeu puisque lorsque Karamoko lançait Benedine se retrouve face à face avec le gardien et ouvre le score d'un somptueux lob. Et les Savoyards ont été relativement malheureux puisqu'ils ont touché la barre transversale et aussi un joli tir que claque le portier Pono. Donc finale 1-0 pour les Pono. Première victoire dans cette poule de National 2. Le prochain rendez-vous, ce sera vendredi pour l'équipe de Stéphane Dieff qui se rendra non loin de là à l'Envol Stadium d'Andrézieux lors de la 3e journée de National 2. En National 3, le FC Espaly se déplaçait sans pression à Saint-Priest. Ça, c'est la banlieue de Lyon. Et les Espagnols ont dû s'incliner 2-1 chez le leader de la poule. Et quelques regrets subsistaient chez les Rouges et Noirs à l'issue de la rencontre, puisque les Espagnols ont été menés 2-0 lors de cette rencontre. Et ils reviennent logiquement 2-1. Ils ont eu des occasions en fin de rencontre pour pouvoir égaliser et ramener un bon point, mais malheureusement, il faut un bon gardien en face de Saint-Priest. Tout simplement, donc une défaite, mais une défaite plutôt encourageante pour la suite pour l'équipe du Puy. Régional 1, ça a repris. Alors, il y a 2 poules où les clubs altiligériens sont concernés, notamment la réserve du Puy. Il a emporté 3-2 face à Beaumont et Velay FC qui l'a emporté 3-0. Blavozy, dans l'autre poule, s'est incliné à domicile 2-0 face à Saint-Cyr-Aumont. Et la nouvelle équipe de Monistrol dans cette poule de R1 s'est inclinée à Thiers 1-0. Voilà pour le début de cette poule A et poule B de Régional 1. Il faut savoir que il y a une des 2 poules, il y a beaucoup de clubs qui viennent de la région Rhône-Alpes. Donc ça élève quand même pas mal le niveau, tout simplement. Et je crois que c'est dans l'équipe, la poule B, il me semble. Voilà pour la page altiligérienne. On passe tout de suite à l'agenda, et parce que je crois qu'il y a une trêve et qu'il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine. C'est ça ? C'est ça. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Alors on l'a dit, match amical un vendredi, mais le lieu est tenu secret. On essaiera de savoir pourquoi, on ne sait pas trop. Et puis l'agenda, c'est donc la trêve internationale avec le prochain déplacement difficile pour les Stéphanois puisqu'ils se rendront à Caen, le leader, le samedi 16 septembre à 19h. Alors je vais vous laisser rebondir sur cette équipe de Caen. À 15h le match. Ah oui, c'est l'après-midi, pardon. Ouais, 15h 16 Ok, septembre. pardon. C'est erreur de ma part. Et oui, Et donc, cette équipe normande ouais. qui brille quand même si elle s'est inclinée dans les derniers instants cette dernière journée à Laval. Hein. Je crois qu'à la 93e, ils menaient toujours 1-0. Et les Lavallois reviennent sur un coup franc et ça a été contré et ça finit dans la lucarne. Et ils obtiennent un penalty à la 96e minute, les Mayennais. Et voilà, c'est un miracle pour les Mayennais. Et Ils ont fait carton plein quand même à domicile Laval. Hein. 3 victoires en Mais 3 c'est matchs. toujours dur de se déplacer dans ce stade. Hein. C'est Michel le Millénaire, ça. Ouais. Ouais. Non, mais même il y a une grosse ambiance pour la ville, la taille de la ville. Il y a 8000 spectateurs, ce qui est beaucoup en Ligue 2 finalement. Non, mais c'est pas si petit que ça, Laval. C'est pas énorme, mais c'est pas si petit. Hein. C'est pas une mégalopole non plus. Non, loin de là. Mais... Et puis, ça fait partie du patrimoine footballistique ça, français, Laval. Oui, donc cette équipe cannaise,
généralement, ils inscrivent jusqu'à maintenant, ils étaient à plus de 2 buts par match. Hein, c'est ça. Et ils Je crois prennent qu'ils pas de but. n'avaient pas pris un seul Ils avant. n'avaient pas pris un pion. Donc, La stat, c'est ça, ouais. c'est une des meilleures équipes de ce championnat de Ligue 2. Ça va être très compliqué pour nos Stéphanois. Mais après, avec une équipe joueuse, on ne sait jamais. Ouais, c'est vrai que les grosses équipes, elles nous réussissent plutôt, mais c'est du solide. Je pense par exemple à des joueurs expérimentés en défense, des défenseurs qui montent et qui marquent. Et puis Mendy, là, l'attaquant qui ressemble un petit peu à Sissoko, mais avec quelques buts de plus au compteur. C'est un peu le même profil. Donc il va donner du travail, je pense, à la défense stéphanoise. Bah, c'est vrai qu'on réussit mieux face à des équipes de haut standing, tout simplement parce que peut-être on est moins attendu. C'est vrai que contre les petites équipes, c'est le match de leur vie. Venir jouer à Geoffroy Guichard pour les Valenciennois, c'est tout un honneur, je pense, devant autant de spectateurs. Donc c'est aussi ça aussi. Donc là, là pour le coup, on ne sera pas les favoris, alors que tout le reste de la saison, on est les gros favoris. Donc être dans cette situation, les Stéphanois, ils sont souvent meilleurs quand même. Non, ça ne pourra pas être pire. Je parlais de le millénaire en rigolant tout à l'heure, mais en tout cas, il y a un vrai effet Furlan. Hein. Donc ils ont gagné toute leur rencontre avant de céder sur la fin à Laval. Alors les Lavallois, ils ont joué en 5-3-2 et puis donc un joueur expliquait qu'ils avaient bloqué les canets en fait, sur les couloirs, au niveau des couloirs, en mettant beaucoup de densité au milieu. C'était une piste pour nous quand on va se déplacer à Dornano. Attends, comment ils bloquent les couloirs en densifiant au milieu ? Bah écoute, ils ont empêché les... J'ai pas compris. Mais oui, ça semble antinomique de cette phrase. Mais bon. Après, une défense à 5. Oui, comme vous me dites que Batles ne changera jamais son système de jeu, on va défendre à 3 et on va revenir avec 3 pions, quoi. Après, personne ne disait rien sur ce système lorsque l'année dernière, on a fait une série. C'est vrai qu'on n'entendait rien sur le système 5-3-2. Non, moins. Parce qu'on avait trouvé des pistons. Beaucoup moins. Oui, Non. oui. Non, mais On appelait Nkunku. il faut le dire quand même. Quand tu jouais avec Nkunku et Oui, Cafaro. pas à chaque match. Quand ils ont fait au bout de 4-5 matchs, il n'y avait pas vraiment de remise en question, ce qui est normal. Mais ça peut marcher aussi, ce que je veux dire. Ça a marché. Ça a eu marché, comme on dit. Ouais, mais ça ne peut pas marcher pour s'élever au niveau supérieur. Ça, j'en suis persuadé. Donc voilà. Donc, chers auditeurs, notez bien, ça sera donc dans 15 jours, le samedi 16 septembre à 15h au stade d'Ornano à Caen. Eric, tu y seras ? Oui, il y a 3 déplacements de suite. Hein. Ouais. Caen, Concarneau et 3. Oui, et puis on n'est pas prêt de revenir en COP. Ça, on va tout de suite en passer. Tiens, je vais commencer par... ça vous dérange pas si je commence par les coups de tête et je mettrai... Non, je vais mettre un titre musical qui va annoncer les coups de tête. Alors, ce titre musical, c'est spécifique, c'est suite à l'actualité de la SSE avec le décès de Salif Keïta. Et là, c'est un titre de Monty. Alors, c'est pas rock'n'roll, voilà, c'est du Monty. Taxi. Voilà, un taxi pour Geoffroy Guichard, signé Monty. Taxi, j'ai rendez-vous à Geoffroy Guichard. Précise-toi, je vais être en retard. Taxi, tous mes copains m'attendent.
Monty avec un taxi pour Geoffroy Guichard qui relate l'épopée de Salif Keita lors de son arrivée au club de la SSE. Donc on va passer aux coups de tête qui vont... je vais commencer par les coups de tête pour le coup de chagrin. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Oui, on a appris juste avant le match Saint-Étienne-Valenciennes, le décès de notre panthère noire de Saint-Étienne. J'étais avec Eric et effectivement, c'est lui qui me l'a annoncé en premier. C'était quelques heures avant la rencontre et on est tous chagrinés par la perte de Salif Keita. Ouais, quel personnage. Je dis juste un mot puis je te laisse la parole. T'aurais pu mettre comme musique aussi Salif Keita, le musicien, puisque le Malien il a pris ce nom en raison de la popularité du footballeur au Mali, parce que en fait la popularité de Salif Keita en Afrique elle est énorme. On s'en rend pas bien compte, mais elle est énorme. Et c'est vrai que quand je disais que Saint-Étienne était déclassé, j'ai bien aimé les articles qui relatent le fait que il était au niveau des Mbappé d'aujourd'hui. Il avait le niveau d'Mbappé et il serait certainement dans ce type de joueur en plus, rapide et talentueux. Voilà. Ouais, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois Salif Keita dans les salons du club, quand il était nommé ambassadeur, quand il en a inauguré le terrain à son nom à l'Étivalière. Et voilà, donc c'était un immense joueur, évidemment que je n'ai pas vu, mais bon, au dire de tous, c'était le plus grand de l'histoire de l'ASS. Donc c'est d'autant plus cruel que le décès est survenu le jour même où on rendait hommage à son grand ami Georges Beretta. Donc c'est moi qui ai appris la nouvelle à Jacques Santini quand il arrivait à Geoffroy Guichard en compagnie des anciens Verts. Donc voilà, un très très grand de plus qui vient de nous quitter. Ok, allez, on passe donc au coup de tête. J'avais commencé et je vais donc enchaîner. J'ai pas aimé Monsieur Léonard, mais bon, ça je le savais déjà, qui arbitrait le match contre Saint-Étienne et Valenciennes. Les sanctions qui sont tombées dans la semaine suite aux échauffourées entre les deux groupes de supporters de Saint-Étienne au match Rodez-Saint-Étienne il y a 15 jours. La sanction est tombée et on est privé de nous, supporters de COP, donc que ce soit COP Nord ou COP Sud, de deux matchs sans COP, sans être replacés. Tu m'avais souligné, Eric. Donc on n'est pas prêt de retourner voir les Verts, tout simplement. Déjà qu'il y a 3 matchs à l'extérieur, Eric nous l'a dit. Et les 2 matchs suivants, ça sera sans les 2 COP. Cette sanction est disproportionnée et surtout que ça n'a rien à voir, c'est toujours la même chose. Ils pénalisent de façon globale, une punition collective. Eric et moi, on n'y est absolument pour rien et on est privé de notre passion. Et ça, je sais plus quoi dire, moi. Ça devient une rengaine, mais c'est à chaque fois les mêmes qui trinquent. C'est vraiment dommage. Je n'ai pas aimé, et nous n'avons pas aimé, je pense, l'hommage à Beretta, qui n'est pas à la hauteur, on va dire, de sa disparition. Alors effectivement, il y avait les anciens Verts qui étaient là, mais on attendait peut-être plus de la part du club. Heureusement qu'il y avait les groupes de supporters qui ont réalisé quelque chose, mais on s'attendait à mieux. Je n'ai pas aimé, alors là, il y a eu la fin du mercato la semaine dernière. L'image qui m'a marqué, moi, c'est sur l'équipe TV, juste en zappant. Et ils sont restés 1 minute sur un plan fixe, sur un ascenseur derrière des grilles, pour voir l'arrivée de Kolo Muani. Voilà, la télé joue ce rôle-là. C'est aberrant, c'est surréaliste. On a une cage d'ascenseur et ils attendent qu'en fin de compte, la cage d'ascenseur s'ouvre. Et pendant 1 minute, tu assistes à ça. Et ça parle derrière. C'est très fort, la télévision, quand même. Très, très fort. Et les nouvelles bornes aussi, à Geoffroy Guichard. Nouvelles bornes, ça, Olivier, je sais que ça fait longtemps que tu n'y es pas allé, mais je te dis rien, ça sera une surprise. Mais moi, je me suis énervé pendant 30 secondes et ça ne fonctionnait pas. Et il fallait que je le mette dans le coup de tête, évidemment. Allez, je vous laisse la parole. Il est borné, Marco.
Ouais. Non, mais j'ai plein de coups de cœur, je vais garder de la Non. place. D'accord. Les coups de tête, eh ben, écoutez, moi comme c'est ma première, pour ce début de saison absolument calamiteux, qui est bien loin de nos attentes. Un bilan famélique, 5 points en 5 journées, malgré un calendrier a priori très abordable. Et moi, je ne sais pas si j'ai le temps de revenir sur ce que tu viens de dire, donc la décision lunaire de la Ligue par rapport aux incidents de Rodez. Donc si on résume, donc il y a des ultras qui sont clairement identifiables, qui se mettent sur la figure à Rodez, et c'est Geoffroy Guichard qui est suspendu. C'est hallucinant. Donc 2 matchs, dont celui qui aurait dû être celui de l'anniversaire du club, les 90 ans, qui était prévu contre Ajaccio. Donc voilà, en plus, donc les gens, ils ont pris en plus le temps de la réflexion pour nous pondre cette décision-là. C'est encore pire. Donc voilà, dans leur esprit, donc s'ils ferment les COP, ça veut dire que les COP appartiennent aux ultras. Donc Marco et moi, on est abonnés en Sud, on n'est pas ultra. Je suis désolé, mais le COP Sud, il est autant à nous qu'au Green, et le COP Nord est autant aux nombreuses sections qui se déplacent. On a vu leur nom sur l'écran géant samedi, qu'au Magic. Donc il y a un vrai amalgame qui est fait. Les fauteurs de troubles, eux, par contre, ils n'ont pas été inquiétés, ils n'ont pas été punis. En revanche, on punit 16 000 Stéphanois qui n'ont rien fait et qui n'ont rien à voir avec ça, et qui ont effectivement, comme tu l'as dit, ils ne vont pas être placés. La dernière fois, on nous a filé un avoir de 7 €, mais après, par contre, on est obligé de racheter une place à Henri Point qui coûte plus cher. Donc ça, c'est pas normal non plus, je suis désolé. Il coûte le double. Voilà, donc là, lors des 5 premières journées, nous, le COP Sud, il aurait été fermé 3 fois. Donc il y a vraiment des incapables à la Ligue. Oui, et puis les gens qui sont à la Ligue, en fin de compte, c'est des costumes cravates qui ne connaissent rien au football, généralement. C'est généralement ça. Après, si je peux me permettre, si on a le temps, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un infarctus là, dans un stade à cause de... Nantes-Marseille. À Marseille. Ouais. Marseille, Nantes-Marseille. on est d'accord, Nantes-Marseille. Je pense qu'il faut quand même faire quelque chose. C'est pas la bonne solution, vous avez raison, mais il faut faire quelque chose pour que les stades ne deviennent pas une zone de non-droit, quoi. Parce que voilà, c'est ce qui est arrivé à ce pauvre supporter, ça peut être toi, ça peut être moi. Des incidents à Rodez, ouais. tu sanctionnes pas Geoffroy Guichard. Non, ça, on est d'accord, mais il faut faire quelque chose. Écoute, s'ils veulent choper les gars, ils sont clairement identifiables encore une fois. Il y a des Exactement. caméras partout. Ils Au s'en milieu servent du pas. COP, Tu- allez les Ils récupérer, sont pas à visage découvert. tu les convoques. On est tous punis à cause d'eux. C'est fini pour les coups de tête, on passe au coup de cœur. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Coup de cœur, pour moi, certains buts. Le plus gros coup de cœur, c'est l'arrêt de l'Arseneur, qui est vraiment un très bel exploit sur cette rencontre de samedi. J'aime beaucoup le Red Star, leader de National, une autre équipe en vert, et j'ai beaucoup aimé les buts de Leao et le Milanais. Un petit retourné dans la surface à rater, donc bravo. Et le but un petit peu à la Madjer, la talonnade de Luis Alberto sous le maillot de la Lazio face au Napoli. Et puis peut-être aussi, si c'est pas tout rose du côté des Verts, ce n'est pas tout rose aussi du côté de l'OL. Et cette déroute de l'OL fait toujours plaisir quand même. Exactement. Alors, moi, je fais un petit point Sorare et MPG, les deux jeux de fantasy foot. Juste pour dire que c'est l'Arseneur, sans surprise, qui a la meilleure note sur Sorare avec 90,3 points et également sur MPG. Alors, il a notamment arrêté 3 tirs de l'intérieur de la surface, donc en plus du penalty, donc évidemment. Et la deuxième chose, c'est que Sorare a sorti des cartes en 3D, donc elles arrivent là, à la fin du mois. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Non, Illusion 3D. L'illusion 3D, pardon. Coup de cœur pour moi pour l'hommage donc rendu à Geoffroy Guichard, à Georges Beretta. Un ange de plus assis à la table des légendes du club, disait une banderole des Greens, tandis qu'un joli portrait de lui est resté tout au long du match en haut du COP Nord. Moi, j'étais présent à ses obsèques, parce que je le connaissais depuis longtemps. C'était un immense joueur et un grand monsieur, d'une humilité et d'une disponibilité incroyable. Donc c'est sûr qu'il aurait mérité une victoire à l'occasion de cet hommage. Coup de cœur pour le public, qui lui par contre a été à la hauteur. Et enfin pour Jérémy Janot, qui a intégré le staff de l'équipe de France Espoir, désormais coaché par le champion du monde Thierry Henry. Ok, merci. Semaine prochaine, pas de match puisque c'est la trêve, place un petit peu au rugby. Et on va... Oui, il y a un Namibie-Italie, je crois, Geoffroy Guichard, samedi. C'est ça. Donc, voilà. Ça fait rêver. Pourquoi pas, pourquoi pas. Beaucoup d'Italiens. Ouais. Namibiens, ça je sais pas. Mais voilà, place au rugby. On se retrouve donc dans 2 semaines pour décortiquer le match du 16 septembre Caen Saint-Étienne. D'ici là, bise à l'œil et allez les Verts. Bonne quinzaine et à bientôt.
À bientôt, allez les Verts.